direct. Voilà. Il faut qu'on parle là ou... Là, on est en direct. Donc, tout ce qu'on dit, quand même, va être susceptible d'être entendu par quelques personnes. Créer un salon dans le... Hop. Voilà. Donc là, les personnes sont tenues au courant de notre petite causerie. Du vendredi. Du vendredi. C'est vrai qu'on avait on a écrit causerie le vendredi 18. Mais nous sommes mercredi. Alors, attends, pourquoi j'arrive pas à... Voilà. Donc, bonsoir à tous, qui êtes si nombreux. Salut Tamara, je suis très contente de te voir. D'ailleurs, j'allais t'appeler tout à l'heure. Donc, je suis avec Léa. Ce soir, j'anime la causerie sans Olivier, qui vous a sans doute aussi beaucoup manqué. Mais on va reprendre les causeries de manière un petit peu plus prime sautière, c'est-à-dire chacun, chacune, avec des invités, et pas forcément toujours tous ensemble, parce que comme vous l'aviez déjà remarqué, parfois c'est un peu compliqué de tous tenir sur ce petit écran. Donc voilà, aujourd'hui c'est le retour officiel, ça veut pas dire grand-chose, mais le retour après une longue trêve de la causerie, on va dire le retour printanier. D'ailleurs, il va y avoir pas mal d'invités dans les semaines à venir, on vous annoncera tout ça sur Instagram. Et là, on a vraiment, j'ai l'immense bonheur de recevoir une très bonne amie, donc Léa Touré, qui est ici, et qui a sorti son premier roman chez Gallimard le 6 mai Le 5 mai. Le 5 mai, La fille de la piscine, donc dans la collection blanche de Gallimard, qui est un roman qu'on a vraiment beaucoup aimé aux Ateliers Bohème, que moi j'avais eu le privilège de lire avant qu'il sorte et que j'avais vraiment adoré, mais en même temps je lis ce que t'écris depuis très longtemps et j'aime beaucoup, mais là je pense que c'était vraiment le texte le plus abouti et en même temps le plus original, percutant. On va pas parler que là de ce roman qui est super, on vous en dira quelques mots, mais c'est un roman qui traite de l'adolescence et je pense que le point commun qu'on a tous là, notre point commun ce soir, c'est qu'a priori on est tous passés par cette étrange période qui s'appelle l'adolescence et dont on parle de plus en plus à notre époque parce que c'est vraiment une tranche d'âge qui est une cible marketing et commerciale, alors qu'avant elle n'était pas du tout. Enfin, on passait un peu directement de l'enfance à l'âge adulte et on s'empressait même de devenir un adulte. Et Léa a choisi cette tranche d'âge, mais c'est plus qu'une tranche d'âge, c'est vraiment une période existentielle qu'on peut d'ailleurs continuer à trimballer en soi toute sa vie, une sorte de période un peu de fragilité, une sorte voilà, en tout cas quelque chose qui est très à fleur de peau. C'est pour ça qu'on a choisi comme sujet les mots sous la peau. Les mots sous la peau. Voilà. C'est aussi enfin justement moi si j'ai choisi les mots sous la peau parce que c'était vraiment je pense que je m'intéressais vraiment à cet aspect de sensation même extrêmement physique qu'on peut avoir à l'adolescence, justement de sentir sa peau physiquement et d'en avoir honte par exemple et de vivre un petit peu constamment je sais pas, moi pour ma part c'était en sentant mes boutons pousser les uns après les autres jour après jour, etc. et d'avoir cette sensation en fait d'avoir une sorte de couche extrêmement matérielle, extrêmement même douloureuse parfois, sensible, et de vivre derrière en fait, et d'être constamment en fait, d'avoir aussi un rapport au monde qui est aussi très très lié à qu'est-ce que les gens vont penser de moi, comment ils vont me regarder, etc. Et c'est ça qui m'intéressait, enfin dans cette période là justement, et je trouvais que l'adolescence c'est aussi une période où paradoxalement on acquiert de plus grandes libertés par rapport à ses sorties, ses parents, voilà, généralement, un peu plus de liberté de mouvement, etc. Mais en même temps, c'est une période où les normes sont les plus on fait en fait l'apprentissage des normes
des conventions sociales, voilà. Des jugements. Voilà, et du coup, et c'est là où, voilà, il faut, je sais pas, mais si quelqu'un voilà, faire partie des populaires, toujours avoir le sentiment de pas l'être, et de comment faire pour c'est le début un petit peu de la en fait, c'est l'âge d'or de la comparaison et de la compétition. Mais comme tu dis, et ça c'est vraiment très intéressant, l'adolescence c'est un petit peu, et d'ailleurs ça commence de plus en plus tôt cet âge, c'est un petit peu l'âge de la prise de conscience. On prend conscience tout d'un coup qu'on est quelqu'un, qu'on est un objet sur lequel des regards peuvent se braquer, et parfois des regards de désir ou des regards de mépris. Alors que quand on est enfant, on a l'impression que l'espace et le temps nous appartiennent. Et je dirais pour moi que la différence c'est que quand on est adolescent, on a l'impression d'appartenir à l'espace et au temps, et que tout peut tout d'un coup venir nous cisailler, nous mitrailler, nous contenir, nous définir et finalement nous rapetisser. T'es pas d'accord? C'est un peu ce que tu dis, du fait d'avoir un corps. Ouais, d'avoir un corps et tout. Et aussi, c'est aussi les premiers, un peu les balbutiements de tout ce qui, de tous les rapports en fait de domination, qu'elle soit sociale, sexuelle, etc., de genre, de classe, de race, etc. Enfin, et c'est vraiment, on commence à s'en rendre compte, je pense, peut-être quand on est enfant, c'est peut-être, abstrait, ou peut-être plus, moins, je sais pas comment dire, j'ai choisi justement l'adolescence, c'est que c'était une période où justement on commence à s'intéresser à ces choses-là, en tout cas, ma narratrice une jeune fille, etc. Et elle commence justement à se rendre compte de ce que c'est en fait d'être une fille dans le monde. Alors justement, on va quand même un petit peu parler de la fille de la piscine. C'est la narratrice est une jeune femme de 16 ans, 17 ans, 16 ans, 16 ans. Léna. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se passe rien de spécial pour elle, mais justement dans cette espèce d'état où il ne se passe pas grand-chose, tout peut arriver, tout peut se produire. Elle va à la piscine municipale de sa ville, on ne sait pas quelle ville c'est d'ailleurs, ça reste très abstrait, et elle y va avec ses copines, elle se baigne, et tout est objet d'observation. Il y a 2 mecs qu'elle repère avec son ami, qu'elle drague un petit peu, ils se tournent autour, et là, finalement, l'intrigue... Nous, on s'attend toujours à une intrigue quand on ouvre un livre, et ce qui est très intéressant dans le roman de Léa, c'est que l'intrigue, c'est pas forcément quelque chose à rebondissement, c'est ne serait-ce que une voix qui se prononce, un regard qui se pose, des gens qui se reniflent, et déjà là-dedans, il y a énormément de matière romanesque. Si c'est bien écrit, c'est quelqu'un, il y a énormément d'éléments, d'ambiguïté, d'ambivalence et de suspense. Il peut tout se passer. Alors même dans cette suspension un peu voluptueuse au bord du bassin de la piscine municipale, donc a priori rien de plus banal que ce cadre, que cet âge et que ces caractères, ces personnages, et pourtant on sent que quelque chose va se passer, enfin quelque chose pas forcément de dramatique, mais il y a comme une sorte de latence qui est à la fois angoissante et très excitante à ressentir. Je pense que c'est ce qu'on cherche quand on est lecteur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Léna? Oui, justement, en fait, quand tu dis il se passe pas grand-chose, en fait, je serais pas hyper d'accord. Dans la mesure où c'est justement tout est exacerbé, c'est-à-dire qu'il se passe énormément de trucs. Il y a des petites trahisons justement amicales. Il y a des en fait justement il y a des enjeux amoureux qui sont extrêmement intenses et du coup certaines déceptions, même je sais pas moi, une manière, une phrase que va dire une amie qui va perturber la narratrice, etc. Et ça, c'est justement, on revient à l'adolescence où c'est des périodes où justement il se passe énormément de choses, tout est à la fois hyper dramatique et en même temps bizarrement très léger, les gros drames un peu sociétaux des fois sont un peu pris sont complètement c'est triste, etc. mais bon, on s'en fiche un peu parce que un tel n'a pas répondu à mon texto, etc. Et en même temps c'est dramatique qu'un tel n'ait pas répondu à mon texto parce que, et c'est vraiment c'est un drame profond, tout à fait, genre tout à fait. C'est vrai que là, ce qui est vraiment très bien rendu dans ton livre, c'est que finalement c'est un âge qui est à la fois extrêmement donc poreux, tout vient nous imprégner et peut avoir un impact dramatique dans notre vie, et en même temps, comme tu dis, anodin et léger. C'est vraiment trivial et bouleversant.
Je sais pas si ça te va c'est parfait. Tout est trivial, les sensations. Et en même temps, oui, existentiellement bouleversant. C'est vrai, c'est un peu comme aller chez le coiffeur ou faire l'amour. Tout le monde peut le faire, ça n'a rien de chamboulant. Et en même temps, c'est justement quelque chose qui peut aussi, quand ça nous arrive à nous, on trouve que ça change notre vie, quoi. C'est pas anodin. Et c'est ça qui est très difficile à restituer, je trouve, dans un livre, parce qu'on pourrait avoir tendance en tant qu'auteur à se dire, il faut que je raconte quelque chose d'incroyable, il faut que l'intrigue soit bouleversante, ça va se passer là, il faut que ça change le monde. Voilà, exactement. Manière. Mais justement, moi, c'est pour ça que c'est intéressant dans l'écriture, c'est aussi savoir qu'est-ce qu'on veut dire et et avoir justement qu'est-ce qu'on a l'ambition d'écrire, et justement des fois il faut justement pas avoir l'ambition d'écrire quelque chose de totalitaire, voilà. Et justement en prenant les choses par le réel, par des petits bouts, par des petits bouts. Je pense qu'on peut en dire plus que tout à fait. Et là, la question que je voulais te poser, c'est justement, là, tu parles de prendre le réel par des petits bouts. Il y a une expression que j'aime beaucoup, qui reste comme toutes ces expressions qui demeurent un petit peu énigmatiques, mais qu'on peut toujours un peu gloser, c'est le diable est dans les détails. Quand on dit le diable est dans les détails, on peut l'interpréter de mille manières, mais j'ai l'impression, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, ah oui, le diable est vraiment dans les détails, c'est-à-dire, ça va pas être dans la trame générale ou dans les rebondissements, mais un petit regard, une petite expression, un petit commentaire, ou justement l'absence d'un regard. C'est presque du Nathalie Sarraute dans Pour un oui ou pour un non. Tout se joue dans l'espèce de dièse ou de bémol. Et j'ai l'impression que c'est à la fois très propre à l'adolescence, c'est un peu l'âge de la nuance qui peut esquinter et faire très mal, mais c'est aussi... c'est plus général, Mais c'est aussi très propre à l'écriture, d'être capable justement de restituer cette espèce de petite nuance douloureuse et bouleversante. C'est pas les grandes phrases à la Racine, enfin elles sont magnifiques, je veux dire les grandes répliques, mais justement c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Est-ce que tu peux... Alors j'ai pas fait de grandes phrases là. Si quelqu'un veut citer en plus la pince à épiler, je sais plus une phrase mythique de ton livre. Mais qu'est-ce que tu penses justement de l'importance de l'art du détail et de la petite nuance, du petit truc qui, dans la vie de tous les jours, pourrait ne pas nous interpeller, mais dont le rôle de la littérature, c'est pas ça. Tu vois, justement, je trouve que, moi, ce que j'aime bien en littérature, c'est, je pense qu'on écrit, par exemple, moi, je sais que moi, j'écris bien ce que j'ai vécu, ce que je sais, ce que je connais. Je pense que c'est comme, je sais pas moi, les rêves, par exemple, on rêve uniquement de ce qu'on a pu vivre, etc. Et en tout cas, pour faire je pense un bon livre, j'ai besoin, en fait, j'ai besoin d'avoir vécu, j'ai besoin de comprendre, de savoir. Enfin, même ce qui est drôle, c'est par exemple quand j'ai commencé à écrire, je voulais faire de l'heroic fantasy, tu vois. Genre, c'est drôle, alors que j'aime pas l'heroic fantasy. Et que j'avais été vaguement un peu l'idée que l'heroic fantasy c'était un truc c'était ou alors hyper sexiste ou un peu facho et tout, donc il y avait une nouveauté à faire de l'heroic fantasy. Et en fait je me suis rendu compte que je peux pas écrire de l'heroic fantasy, j'ai pas des pouvoirs, je suis pas l'élu, donc pour toi c'est indispensable d'écrire sur quelque chose quand même dont on a fait l'expérience. Non, je dirais pas ça, mais en tout cas moi je sais que je peux, moi en tout cas je sais que j'écris uniquement, enfin j'ai besoin d'avoir vécu, d'avoir compris, d'avoir ressenti, d'avoir même touché des trucs, j'ai besoin de voir les choses réelles, j'ai besoin de voir les objets, j'ai besoin de savoir quelle marque, et justement je suis hyper admirative des gens qui justement créent des mondes de toutes pièces, je suis hyper admirative, mais moi j'en suis incapable, je sais très bien que j'arrive bien, ce qui m'intéresse, c'est les émotions du quotidien,
Et justement, en littérature, on pourrait croire qu'il y a un peu, pas deux écoles, parce qu'il y en a sans doute beaucoup plus, mais en tout cas, ces dernières années, il y a eu quand même une sorte de débat entre l'école de ce qu'on appelle l'autofiction, en tout cas de l'expérience qui a été faite immédiatement et directement par l'écrivain, donc parler de choses qui ont été vécues dans la chair, ressenties, intériorisées, et puis l'école un peu de la pure fiction, qui consiste vraiment à créer de toutes pièces un univers, à concevoir des personnages. Moi, je pense pas du tout que les deux doivent s'opposer, parce qu'en fait, les deux quand même cherchent, dans tous les cas, on cherche à rajouter du réel au réel. On essaye en tout cas de le comprendre, de le rendre un petit peu plus peut-être soit de le déchiffrer, soit de le rendre un peu coloré. Mais c'est vrai que je suis un peu comme toi aussi, surtout maintenant, quand j'écris, je me dis mais il y a presque quelque chose de l'ordre de la trahison personnelle en tout cas, à essayer de créer quelque chose qui n'existe pas ou qui existe que dans mon imagination. Et souvent les débuts les désirs de romans que j'ai au début sont très portés par une émulation liée à l'imagination, et finalement ça s'essouffle voilà, ça tient pas la route. Alors que le réel et les expériences qu'on a vraiment vécues nous procurent une sorte de matériau et de continuité dans l'inspiration. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Ouais. En tout cas, après justement, ça peut être des mondes complètement de fiction. Enfin moi, je suis très très fan de la fiction et justement, j'aime bien. J'aime bien l'idée de en tout cas de faire de la fiction, de pas justement pas non plus faire uniquement, tu vois, de l'autofiction, parce que c'est vrai que tu vois, toi t'as fait un genre d'autofiction qui était de la fiction. Je sais pas comment le dire, mais les fêtes avec les fêtes, tu vois, parce que en fait, il y a des trucs très très cool aussi en ce moment de comment dire comment parler, mais en même temps ça a été vachement, c'est vrai que on a l'impression que des fois on peut plus faire non plus de fiction pure, tu vois, c'est vrai. Alors qu'on peut faire de la fiction, justement, et au contraire. On peut faire de la fiction, on peut faire des fictions avec justement de la matière, la matière du réel et avec ce qu'on connaît. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu fais, la fille de la piscine, c'est quand même de la fiction. Oui, mais avec sensations, bien sûr, tout à fait. Quelque chose. Et alors, donc, si on revient au livre même, La fille de la piscine, donc, comment tu décrirais l'évolution narrative, qui est quand même assez particulière. En 4e de couverture, j'ai été assez étonnée de lire à la fin quelque chose qui laissait présager une sorte de drame. Alors que moi, la lecture que j'en avais faite avant qu'il soit publié, je m'étais dit, bah non, justement, c'est qu'une suspension, c'est le principe même du suspense. J'avais pas le souvenir d'un drame particulier. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Est-ce que pour toi, c'est un roman dramatique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... il y a un élément tragique dans ce roman? Oui, bien sûr. Je pense que oui. Sans dévoiler c'est difficile sans dévoiler la fin du coup. Ouais, moi j'ai pas très bien compris la fin alors dans ces cas-là. De toute façon on va pas la dévoiler, mais elle est tellement, il y a quelque chose d'évanescent justement où je me suis dit c'est un petit peu comme cette adolescence où à chaque fois tout est un petit peu fantasmé, envisagé, mais rien n'est complètement vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être que j'ai pas saisi. T'as pas l'impression que il se passe des trucs à la fin quand on est enfant, on a le jeu. Et si on faisait ça, t'es d'accord? On a ce jeu-là. Viens, on joue à ci et à ça. Et finalement, les enfants ont un réel désir de rentrer dans le monde des adultes et d'avoir un impact sur le réel en ayant des rôles et des responsabilités. Mais finalement, ils restent un peu dans l'univers du jeu. Et à l'adolescence, et c'est un peu ce que j'ai senti dans ton roman, c'est que on a un peu plus de pouvoir et un peu plus de moyens entre les mains pour infléchir le réel. Et pourtant, tout reste quand même un petit peu virtuel, de plus en plus virtuel, un peu plus abstrait. Donc là, c'est intéressant. C'est vrai que moi, j'ai peut-être pas compris vraiment la fin du roman, parce que la 4e de couverture annonce quelque chose, mais peut-être qu'on devrait pas en parler, mais ça m'intéresse en même temps. Parce que c'est quoi une promesse qu'on fait à son lecteur? Qu'est-ce que c'est? Là, il y a une sorte, pas de promesse, mais il y a... Alors peut-être que je suis bête, ou moi j'étais dans une lecture parallèle, mais pour moi ça restait très très évanescent et abstrait, et ça aurait pu être un mec qui pousse son copain dans la piscine. Ouais, après on va peut-être pas raconter la fin, parce que c'est un peu... Oui, bien sûr, non, mais en même temps c'est pas très lié aux personnages principaux. Oui. Non, mais oui, ouais. Donc oui, enfin je sais pas, je trouve ça quand même intéressant de l'idée et le concept de promesse qu'on fait à un lecteur. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire en 4e de couverture
de laisser présager qu'il va y avoir quelque chose de dramatique, alors qu'en réalité, justement, c'est ce qu'on vient de dire, le drame est dans la vie, en fait. La vie est dramatique, la vie est légère, il n'y a pas toujours un point saillant qui vient la rendre particulièrement intéressante ou bouleversante. Bien sûr qu'il y a des épisodes comme ça qui rythment notre vie et qui la rendent parfois tragique de manière irréversible. Mais voilà, ça m'a interpellée. Je me suis demandé, tiens, pourquoi ce choix-là de... Ah ouais, parce que pour moi, il finit de façon assez tragique. Mais peut-être que du coup, on n'a pas eu la... Bah, c'est toi l'auteur, donc non mais c'est vrai, ça serait intéressant. En tout cas, ça n'a absolument eu aucune influence et pour moi, ça n'empêche pas du tout d'apprécier le livre. Au contraire, ça veut dire qu'on peut le lire, ça a plusieurs niveaux de lecture différents et moi, je suis restée un petit peu, j'ai eu un plaisir à rester dans cette espèce de lisière étrange et vaporeuse qu'est l'adolescence, où beaucoup de choses se trament quand même en fantasme dans les coulisses de notre esprit, de nos désirs. À cet âge-là, quand même, notre esprit, notre corps sont des usines à désir, à projection et aussi bien magnifiques que dramatiques. On veut qu'il se passe des choses atroces et ce qui est super dans ton livre, c'est qu'à chaque fois, on rencontre une phrase ou une pensée ou un propos qui est atroce, même glauquissime. Ton héroïne, elle lit Détective, qui est quand même le journal le plus sordide qui soit. Et on se dit comment une gamine de 16 ans peut se délecter de ça, de cette usine à sordidité. Et en même temps, c'est quand même très universel. Et puis, t'aimes bien saupoudrer ton roman de phrases où on se dit, oula, ça parle de mort, ça parle de meurtre, ça parle de choses un petit peu... oui, macabre, tout en restant dans une atmosphère légère, prime sautière, sucrée et acidulée de l'adolescence. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait. Et surtout, ça me semble être un petit peu ce qui caractérise l'adolescence. C'est un pied dans l'âge adulte morbide et dramatique, c'est pas que ça l'âge adulte. Et puis un pied dans cette espèce encore dans cette candeur où le monde ne peut être que une cour de récréation. Ouais. Oui, bah justement, par rapport à ces trucs-là de goût pour le macabre, enfin c'est vrai que c'est intéressant même c'est ce truc avec le désir et les trucs un peu justement macabre, glauque, enfin je trouve qu'il y a un truc assez toujours assez ambivalent entre ces deux choses où on sait pas vraiment, enfin des fois on désire des choses un peu crades et en même temps le désir quand il est réel, quand il est matériel, et en fait devient et lui-même un peu crade. Enfin voilà, il y a un truc un peu je voulais aussi montrer que les choses sont pas forcément rayonnantes, de l'éclat du soleil sur la peau qui resplendit. Enfin voilà, il y a pas uniquement ça. Il y a aussi quelque chose aussi de très je pense de très trivial dans la beauté, de très dégueulasse quoi des fois dans les choses un peu Oui, bah on en revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de l'adolescence. Avant tout, l'adolescence est caractérisée quand même par des phénomènes physiologiques qui sont a priori pas les plus glamour qui soient. Donc la poussée des poils, l'apparition des boutons, et tout d'un coup on passe d'un âge où on en avait règles et tout. Enfin, les règles, les fluides, tout ça, et donc on passe tout d'un coup d'un âge où on n'avait rien à faire de son apparence physique. On s'en fout quand on est enfant d'être moche, ou on peut le sentir, on voit quand même, il y a le regard des adultes. Je pense qu'on vit plus avec le corps, avec le monde. Le corps et enfin on vit plus enfin voilà, on veut sauter, on saute, on oui, va tout à fait. Quand on est ado, bah c'est le moment où on se reproduit, je sais pas, où il y a un truc même quand on est beau et populaire en fait. Souvent il y a un truc où c'est comme si c'était quelque chose de trop, un poids. On a conscience qu'on a un corps en tout cas, et que notre corps il va risquer d'être jugé, voilà, en tout cas on a conscience et donc on est obligé de traîner cette carcasse-là et de vivre avec. Voilà, et donc c'est pour ça, là, ma question, c'était, en lisant ton roman, je me suis dit, est-ce que finalement, parler de l'adolescence, c'est simplement parler d'une génération, d'une tranche d'âge plutôt, ou est-ce que c'est pas parler justement de cette, de l'ambiguïté des choses, de la transition? Mais si on regarde un peu de plus près, être un être humain, c'est notre condition, c'est d'être incarné. De notre naissance à notre mort, on va devoir vivre avec cette carcasse, notre corps, quoi, jusqu'à notre mort. Donc on ne peut pas changer de corps, de visage, on va respirer, on est empli de systèmes lymphatiques, nerveux, respiratoires, sanguins, c'est tellement complexe que quelque part, on a beau élever notre esprit, on a beau essayer d'avoir beaucoup d'argent, de faire ceci, cela, on reste malgré tout prisonnier de notre condition qui est l'incarnation.
Et l'adolescence, c'est la spécificité de l'adolescence, c'est que l'incarnation est vécue de manière explosive, écrasante, puisqu'avant on n'en prend pas tellement conscience, et puis après on organise notre vie d'adulte de sorte à ce que cette incarnation soit le moins nuisible possible, soit grâce à voilà à l'argent, et on va prendre des précautions pour pas tomber malade. Mais l'adolescence, c'est quand on se prend de plein fouet cette condition qui nous caractérise, mais j'ai un corps, j'ai un visage, j'ai de la chair, et tout ça peut être altéré avec très peu de choses, quoi. Moi, je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de personnes qui aient des yeux crevés quand je vois la fragilité d'un œil et d'une paupière et la contondance du monde avec les pics, les branches et tout. Je suis étonnée qu'on ne soit pas plus abîmés, quoi, qu'il n'y ait pas plus de gens c'est rien, quoi. La peau, la chair, c'est flasque, c'est mou, nos yeux, notre bouche, t'es pas d'accord? Ouais, après je trouve qu'on est pas mal, on est pas mal abîmés aussi. Oui, mais c'est rare de voir des gens vraiment. Et l'adolescence, justement, c'est un petit peu la prise de conscience de ah, mais on est bien peu de choses, quoi. Et avec ce peu de choses, il va falloir mener toute une vie et réaliser des désirs et des rêves. Ouais, c'est vertigineux. Ouais. C'est vraiment une question vertigineuse qui se pose. Et en même temps, c'est aussi un moment où on peut se permettre d'avoir un regard hyper neutre aussi sur les choses qui nous entourent et tout, et d'avoir même un regard pourquoi pas parfois un peu moqueur sur le monde, et cette moquerie que tu vois du regard adolescent sur le monde qui nous en fait qu'on va peut-être à un certain moment abandonner quand on devient adulte, et qui est et qui est un peu un peu dommage, quand on doit travailler machin, quand tout est sérieux, et c'est vrai. Et dans ton roman, il y a beaucoup cet aspect un peu sarcastique, ironique, d'être un peu ce regard de l'adolescence qui se pose sur les choses de la vie auxquelles les adultes s'accoutument avec presque une sorte de passivité, voire de résignation. Et l'adolescent, comme il est pas encore complètement impliqué là-dedans, il peut se permettre de poser ce regard moqueur, comme tu dis. Et d'ailleurs, on l'abandonne plus ou moins. Mais c'est vrai qu'il est exacerbé à l'adolescence parce qu'il y a cette espèce de gratuité, d'insolence qu'on perd un peu. Alors que l'insolence, c'est un peu le point commun qu'il peut y avoir entre le fait d'écrire et le fait d'être adolescent. C'est que c'est cette liberté qu'on s'octroie soi-même. On se dit, on va me pardonner, je suis un ado, j'ai le droit de me moquer. Et quand on est écrivain, on se dit, de toute façon, on va me pardonner puisque je suis à l'endroit de l'écriture et de la création. Donc j'ai pas de compte à rendre aux gens. Est-ce que t'as senti ça en écrivant ce livre? Justement, c'est ça le problème de l'insolence, justement de l'impertinence, l'insolence et tout. Je sais que mon roman il est très insolent, très impertinent. Moi je suis pas du tout, par exemple. Moi je suis limite obséquieuse. Polie, limite. Non, Léa est très très moqueuse et très rigolote, mais très respectueuse, oui. Je sais que je suis. Je suis. Je sais pas comment dire, mais je suis assez. Je pense que j'ai moins confiance en moi que mon personnage, tu vois, par exemple. Tu vois, genre, j'ai elle te ressemble quand même, je trouve. Ah, pas trop. Justement, non, moi j'ai beaucoup trop d'angoisse et de pas confiance en moi pour être justement aussi moqueuse, aussi impertinente. Et justement, l'écriture le permet. L'écriture le permet. Ça franchit de cette inhibition. Ça permet en quelque sorte, peut-être d'être un peu plus impertinente d'être aussi impertinente que ce que j'aimerais peut-être. Et en parlant aussi d'impertinence, je sais pas si c'est vraiment ça là, c'est plus vraiment de l'aspect de la moquerie pure, mais dans ton livre, moi ce que j'aime le plus, c'est ta puissance métaphorique, et je trouve que c'est assez propre aux enfants. Les enfants vont souvent associer des choses de manière complètement inédite. C'est pas jamais un enfant va te dire ma maîtresse elle a les cheveux blonds comme les blés. Ça c'est une métaphore toute faite en fait, c'est quelque chose c'est une construction, c'est une formalité. Et l'adolescence garde encore un petit peu ce regard neuf et inédit sur les choses. Et toi, ton livre est vraiment parsemé, saupoudré de métaphores, alors un peu dingues aussi, qui m'ont fait penser à Norman Mailer, que j'aime beaucoup, notamment dans Un rêve américain, où c'est des espèces de métaphores qui viennent te vriller l'esprit et qui sont tellement déboussolantes que parfois c'est trop.
et en même temps qui justement propose, et pour moi c'est le rôle de la littérature, qui propose une vision, des liens, des associations qu'on ne ferait pas nous-mêmes, une vision un peu subversive du monde, d'associer des sens ou des choses ou des images qui n'ont rien à faire ensemble. Ça aussi, je trouve que c'est un point commun entre l'adolescence comme prolongement de l'enfance et regard frais qui se pose sur le monde, et l'écrivain qui il va pas, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent pour écrire des platitudes et des conventions et des figures toutes faites, mais pour moi un bon écrivain c'est quelqu'un qui vient proposer de manière presque irruptive un regard, pas forcément insolent, mais un regard complètement neuf, quoi, qui fait en sorte que les mots se rencontrent pour la première fois, et les choses et les concepts aussi. Et je trouve que c'est... Est-ce que tu as l'impression d'avoir travaillé cet aspect métaphorique? Ouais, alors oui, en même temps, il y a deux choses. J'ai énormément travaillé parce que c'est ça qui m'intéressait, justement. C'est vraiment de jouer sur les métaphores Enfin, vraiment, c'est un truc qui m'intéresse le plus. À la fois, j'ai travaillé... Et en même temps, je voulais qu'il y ait aussi quelque chose d'un petit peu intuitif. Justement, parce que si j'ai pensé à cette métaphore-là, intuitivement, peut-être que dans l'inconscient, il y a quelque chose qui se crée, qui fait qu'en fait on va pouvoir il y a des choses qui vont pouvoir se rejoindre et qui vont être qui vont pouvoir être intéressantes, etc., mais il faut pas non plus qu'elles soient obscures, faut qu'on comprenne la métaphore, donc il y a cette partie là, en tout cas dans mon travail d'écriture, moi c'est énormément justement j'écris et puis après j'enlève en fait, et justement, et c'est ça il faut justement garder les métaphores, etc., parce que en fait il faut enlever tout ce qui est l'ordre de l'évidence, tout ce qui est trop évident, les liens, les trucs un peu trop téléphonés, ou les choses un peu trop en fait voilà, il faut on construit son histoire, on construit son roman, etc., et après en fait, c'est le plus gros travail, c'est d'enlever énormément d'épurer, et pour qu'il reste justement quelque chose d'assez poétique finalement. Complètement. Sans être non plus trop abscon. Parce que justement, là, comme on est justement dans le domaine de l'adolescence, il faut que ça soit quand même assez concret, puisque c'est une période qui est, comme tu disais, très physiologique, très triviale, et qui consiste à habiter le monde, habiter son corps, à se heurter aux autres corps. Il y a quelque chose de très organique. Et c'est ça justement que je trouve pas forcément évident, c'est de parvenir à renouveler un regard sur les choses organiques. Alors on pourrait dire que dans la littérature les plus connues, Georges Bataille, il y a eu beaucoup de gens qui se sont penchés vraiment sur l'aspect organique de manière poétique, mais réussir à conserver cet aspect cru de la dimension triviale, charnelle, organique, tout en l'élevant vers quelque chose justement de métaphorique, ça veut pas forcément dire de mystique ni de spirituel, mais disons un autre plan, une autre dimension, c'est vraiment pas évident. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un super roman, parce que il y a à la fois une trame qui nous embarque, ce grand bassin bleu que tout le monde connaît, autour duquel tout le monde s'est avachi, à papoter, à gloser, à observer les autres, à draguer, a attendu de se faire draguer. Et en même temps, il y a tout ce qui se passe comme ça dans la tête, et qui parfois va plus vite que le réel et que la fiction. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, dans le cerveau d'un adolescent, ça dépasse le réel et ça dépasse la fiction aussi. Tout peut se passer. La guerre, l'amour et les deux en même temps. Enfin, d'ailleurs, ça veut rien dire, mais genre, tout se mélange, tout se télescope, c'est grouillant, c'est un peu monstrueux, et tu parles très bien de ce qui est monstrueux. C'est à la fois ça scintille et ça rebute, quoi. C'est... Ah oui, c'est pas une question, c'était plus ça, c'est parti plus de notre échange, cet aspect monstrueux que t'aimes bien, en général, quand même, beaucoup, pas que dans ce texte. Puis, en fait j'aime beaucoup voir j'aime beaucoup montrer tout ce qui est un peu crade dans le désir, et tout ce qui est en fait hyper désirable dans le crade, enfin voilà, d'avoir ces trucs exactement. Par exemple, à un moment tu nous parles de toutes ces petites choses qui flottent dans la piscine, donc ça peut être les vieux pansements des enfants, mais c'est magnifique, enfin tu vois, ça fait c'est vrai, t'as raison, des fois ça scintille, enfin il y a quelque chose assez magique et tout, enfin tout à fait. Le propre et le sale, parfois, peuvent s'intervertir. C'est-à-dire quelque chose qui va a priori être catégorisé
dans ce qui est rebutant, sale et dégoûtant. On peut poser un autre regard, mais c'est vrai que c'est un petit peu le principe de la littérature, de la poésie, c'est aussi de réussir à pas simplement intervertir, mais à complètement renouveler, voire retourner les catégories aussi. Et surtout le truc du dégueulasse. Moi, justement, c'est pour ça que c'est des ados que ça m'intéressait, parce que en fait, justement, quand on est ado, c'est dégueulasse, tout est ignoble, les douches dégueulasses, le truc c'est dégueulasse, enfin, machin, ça pue, les salles ça pue, les machins, tout est dégueulasse, tout pue, tout est ignoble et tout. Et en même temps, justement, là c'est le travail de l'écrivain, etc. En fait, ce truc-là dégueulasse et tout, mais est-ce que c'est pas, ça a pas est-ce que ça a pas une dimension un peu ou marrante, ou drôle, ou belle, ou sublime. Sublime, exactement. C'est d'ailleurs la définition du sublime. C'est d'être pris comme ça, de ressentir une double émotion qui est à la fois du rejet ou de la peur, une crainte, et en même temps une attirance. Et c'est vrai, le côté sale, c'est vrai, le côté sale et organique, trivial, terre à terre, dont tu parles vraiment très bien. Et oui, ce qui est drôle, c'est aussi qu'on pourrait penser que souvent l'art est fait pour nous protéger de l'aspect un petit peu détérioré ou grossier de la vie, alors qu'en réalité, ça consiste plutôt pas à nous faire plonger dedans, mais justement, comme tu dis, à nous faire voir ces choses-là au-delà des conditionnements culturels, parce que c'est très culturel de voir qu'est-ce qui est propre et qu'est-ce qui est sale. Souvent, c'est quand même des conditionnements culturels. Enfin, je veux dire, même nos déchets corporels. Peut-être qu'on pourrait tout à fait... Il y a un film de Buñuel qui imagine que les gens se cachent pour manger et se réunissent pour chier et pisser. Et que les contrats se signent autour de table où tout le monde est en fait en train de déféquer. Et tu te dis oui, pourquoi pas. Manger, c'est pas, quand on y réfléchit, c'est pas très propre. On ingurgite des choses comme ça dans son gosier, on postillonne, on bave. Il suffirait qu'on change un tout petit truc de notre regard culturel pour trouver l'un plus propre que l'autre, ou en tout cas l'un plus sale encore que l'autre. Donc c'est vrai que l'écriture peut être justement, l'intérêt de l'écriture et de la littérature, ça peut être de créer un nouveau territoire où toutes ces barrières, toutes ces étiquettes sont bousculées, pas forcément annulées, mais en tout cas bousculées. Non, je suis assez d'accord. Mais c'est en même temps aussi ce qui se passe pendant l'adolescence. Non, parce que toi tu dis que l'adolescence c'est un âge qui est au contraire très comment dire, à cheval sur ce qui se fait, ce qui se fait pas. Oui, ce qui se fait pas, ouais, non, c'est sûr que... Mais justement, là, tu parles de l'écriture, enfin, du... Et par rapport à l'adolescence même et à l'émergence du désir, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé, toi, dans cette question-là comment dire, d'être émoustillé par la présence de quelqu'un, que tu racontes très bien aussi, que tu décris, cette sensation... Cette sensation d'être... Mais moi, ce qui m'intéresse surtout aux sensations physiques, enfin vraiment physiques, quoi. Par exemple, la sensation de sentir amoureux, mais genre vraiment de se sentir amoureux physiquement et de sentir que la personne est là dans la pièce, savoir est-ce qu'elle nous regarde, enfin tu vois, que les regards des fois peuvent avoir un côté très très réel, très chaud, très, enfin tu vois, une portée physique. Voilà, une portée physique et non, et c'est très très intense, enfin les sentiments amoureux et justement les sentiments amicaux aussi le sont tout autant, et sinon plus cristallise aussi des choses hyper intenses, hyper intense, hyper intense, tout est un peu condensé, cristallisé, et même surtout des fois il y a des amitiés d'été par exemple qui sont des amitiés éphémères, des gens, enfin voilà, on va traîner ensemble pendant une période parce que en fait tous les autres sont partis en vacances et du coup on va devenir meilleurs amis et ça va être une relation hyper intense qui va durer un été. Enfin moi ça m'intéresse aussi pas mal, c'est ce genre de relations en fait qui sont qu'on a peut-être oublié mais qui sur le coup étaient fabuleuses, exceptionnelles, en plus des trucs plein de justement à l'adolescence c'est aussi le moment des premières fois, des premiers trucs et tout, et des trucs qui vont être hyper qui vont nous construire pour le reste de notre vie, quoi. C'est vrai. Et souvent c'est avec ces genres d'amitié là complètement éphémères, complètement et voilà, qui sont pas
destinés à durer. Ouais, voilà, mais pour le moment, oui. ça va être bouleversant et ça va être, voilà, Tout à fait. Mais et d'ailleurs, ensuite, quand on vieillit, on a plutôt tendance à vouloir capitaliser les choses. On veut un mari, une femme, des enfants ou autre chose, mais on veut capitaliser les choix qu'on fait. On veut faire les bons choix, on a peur de se tromper. On veut pas se dire ma vie sera une succession de rencontres peut-être très intenses et merveilleuses, mais que chaque jour pourront être recommencés alors qu'à l'adolescence, on est ouvert à cette possibilité que tout peut durer une journée, une seconde, une heure et être très intense et bouleversant. Et moi, ça c'est mon point de vue personnel, je pense que c'est dommage qu'on passe de quelque chose de si poétique dans le côté éphémère, qui est quand même caractéristique de la vie. Oui, la vie, parfois, c'est juste une partie un jeu, à un moment donné, dans un espace particulier avec une personne qu'on n'a pas forcément vocation à revoir, mais qui va pouvoir nous apporter énormément de choses et nous bouleverser. Et alors que plus tard, j'ai l'impression qu'on se force à vivre des choses qui doivent durer. On est obsédé par la constance, la continuité, alors que souvent, en fait, il se passe plus grand-chose dans ces moments qu'on se force à vivre. Ouais. Je vais fuir tout le monde là. En parlant de la continuité. Non mais c'est vrai, c'est intéressant. Pourquoi il y a un tel fossé entre la manière d'être au monde à l'adolescence et à l'âge adulte? Pourquoi quand on est jeune, en pleine croissance, on s'en fiche un petit peu de ce qui va durer, comme si on avait plus conscience de ce qu'était la vie. Et quand on est adulte, on se cramponne. Il faut qu'on saisisse les choses de réel, les gens, les situations. On veut absolument pas que les choses nous échappent, quoi. Ou surtout peut-être qu'elles durent, on est peut-être moins à fond sur des choses qu'on va savoir éphémères, ou on va peut-être moins s'investir dans des choses plus on va peut-être plus c'est peut-être ça qui est dommage du coup, de pas investir. Après je pense que c'est aussi épuisant de s'investir autant dans des... Exactement, ça c'est un aspect très intéressant. C'est vrai que l'adolescence, c'est justement cette intensité-là qu'on met et qu'on vit à travers nos relations et nos sentiments. Peut-être qu'on pourrait pas se le permettre toute notre vie, parce que c'est épuisant, comme tu dis. Cet investissement, cette projection, même une déception, quoi. Si toute notre vie, à chaque fois qu'on a un petit revers ou que quelqu'un nous a pas regardé dans une pièce, on s'attendait à être regardé, c'est un effondrement lacrymal et physiologique et psychique à ce point, la vie serait absolument pas viable. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Quand les sentiments. Après, on peut. Moi, je pense que. J'ai un peu, d'une certaine manière, gardé ces sentiments-là d'adolescence. Peut-être trop. De ressentir peut-être un peu trop intensément les émotions ou de trouver trop d'importance Oui, alors peut-être que Fabrice Midal et d'autres personnes te diraient que tu es une hypersensible, que c'est une force et qu'il faut la cultiver, ce qui est d'ailleurs sans doute le cas. Mais oui, c'est vrai, peut-être que l'adolescence, c'est la période de notre vie où on est tous un petit peu hypersensibles, et que l'hypersensibilité à toutes ces choses, à tout ce qu'on vit, étant par définition fatigant et esquintant, on décide de se carapacer un petit peu et puis d'investir dans des choses qui vont être plus stables, immuables, qui vont rapporter... comment dire, retour sur investissement, c'est-à-dire il faut, là je veux bien mettre des efforts, je veux bien même un petit peu me faire chier à m'investir là-dedans parce que je sais que ça va m'apporter de la stabilité, de la sécurité. Et on est beaucoup plus là-dedans, quoi, dans des facteurs de sécurité, alors que moi, je pense que la vie, de toute façon, est complètement insécure et que plus on veut s'assurer d'une sorte de stabilité et de sécurité, plus, en fait, on creuse une espèce de brèche intérieure qui nous expose à beaucoup d'angoisse. Alors que d'embrasser, comme un enfant ou un adolescent pourrait le faire, la vacuité, la vacuité voluptueuse des choses, l'aspect éphémère de la vie, quelque part, plus on vit proche de qui on est vraiment, de ce que le monde a à nous dire, on est plus réceptif aussi. On est plus, à fleur de peau, mais donc plus proche du monde. Tu penses pas ? Ouais. Donc voilà, c'est la grande question philosophique qu'on se pose avec Léa ce soir. C'est comment réussir à trouver cette espèce d'intermédiaire entre une ouverture et un accueil du monde et de toutes ces insécurités, et en même temps quoi ? Et en même temps quand même une certaine intensité.
quelque chose qui peut quand même nous apporter aussi du sens, de la constance, de la continuité. Parce qu'on peut pas tout remettre, on peut pas faire table rase chaque matin parce qu'on a une nouvelle tocade. Non, c'est un peu ça l'adolescence aussi. C'est ça. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur ton expérience de ce premier roman, enfin tu vois, ce que c'est que d'écrire un livre et de l'offrir au monde? En tout cas, ça me fait très très plaisir. Je suis vraiment... je suis très 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 heureuse et... j'ai hâte d'avoir des retours, j'ai hâte de savoir si ça va toucher... Enfin, j'en ai quelques-uns là, donc c'est plutôt bien et tout, mais oui, savoir si ça va toucher les gens. Exactement. En tout cas, moi, je suis persuadée que ça va toucher énormément de personnes, ce livre qui est vraiment très original et très intéressant. Pas que sur l'adolescence. Justement, l'adolescence est un âge... on parle souvent de retrouver notre enfant intérieur, de réussir à importer dans l'âge adulte la puissance et le pouvoir de l'enfance. Mais finalement, l'adolescence, c'est aussi un outil, c'est quelque chose qu'on peut aussi continuer à exploiter en tant qu'adulte, parce que c'est un regard particulier, une manière d'être au monde qui est quand même à fleur de peau. C'est peut-être en fait l'hypersensibilité qu'il faut qu'on parvienne à restituer avec un peu plus d'aisance, un peu plus de confiance, en soi et en le monde. Merci beaucoup Léa. Donc c'est La fille de la piscine aux éditions Gallimard dans la Blanche et avec un très beau bandeau d'ailleurs, ce qui est rare chez Gallimard. Très très beau bandeau, mais surtout le livre est super, il va beaucoup vous plaire. Donc merci à vous tous et vous toutes de nous avoir écoutés et merci beaucoup. À très bientôt pour la prochaine causerie avec Olivier et un auteur surprise qu'on vous annoncera bientôt.